Nous allons donc commencer cette conférence qui sera sur le thème de poursuivre ses études en master de droit et vie de l'entreprise. Donc, on va être sur un premier temps où les responsables de formation vont présenter leur formation. Vous pouvez poser des questions sur le chat et on n'y manquera pas d'y répondre pendant la conférence. Et ensuite, vous pourrez activer vos micros pour avoir un échange avec chaque responsable de formation que je vais laisser se présenter. Donc, bonjour, je suis Camille Blancard et je dirige le master droit social et vie de l'entreprise. Bonsoir, donc Laure Larrey, responsable du master droit des affaires et vie de l'entreprise. Bonsoir, Laurent Drey, directeur du master droit des affaires en alternance, nouvellement créé. Je vous remercie. Hop, attendez. Hop. Nous allons commencer du coup, si c'est OK pour vous, par le droit social, donc du coup par Madame Blancard qui va présenter sa formation. Oui, super. Donc, bonsoir. Moi, je suis là donc, pour vous présenter ce master en droit social et vie de l'entreprise et le master de droit et gestion des ressources humaines. Tu peux mettre la première slide, Wendy. Donc, 2 années, évidemment, comme tout master, avec une sélection en master 1. Donc, l'objectif du Master 1, voilà, c'est un master qui est consacré au droit social et à la vie de l'entreprise. Le droit social, c'est une matière que vous découvrez pour la plupart en 3e année de licence. Et vous allez donc faire ce choix de vous spécialiser dans cette matière, si elle vous a particulièrement intéressé cette année. Et donc, le premier objectif du Master 1, c'est de vous spécialiser dans ce domaine parce que vous allez avoir une première approche au cours de cette année, de cette 3e année de licence, mais ce ne sont que des petites têtes d'épingle par rapport à l'intégralité de la matière droit social qui est extrêmement dense, qui est extrêmement variée. Et donc, l'objectif du Master 1, c'est de vous spécialiser dans cette matière, d'approfondir vos connaissances, vos compétences en droit social. Et donc, ce sera le premier pan, on va dire, et le principal pan de cette première année de master. Et pourquoi on l'appelle droit social et vie de l'entreprise? Parce que l'on a souhaité faire avec mes collègues qui dirigent le master droit des affaires et vie de l'entreprise et le master droit fiscal et vie de l'entreprise, un pont, enfin même plusieurs ponts entre nos différents masters qui ont pendant longtemps vécu chacun dans leur petit coin. Et l'objectif, eh bien, c'est quand même de se rappeler que nous contribuons chacun, le droit social, le droit des affaires, le droit fiscal, au bon fonctionnement de l'entreprise. Et donc, certes, nous sommes chacun dans nos domaines de compétences un master de spécialisation, que ce soit en fiscal, en affaires ou en social, en affaires ou en fiscal, mais nous avons aussi des matières d'ouverture qui permettent à l'étudiant qui le souhaite, c'est un choix, eh bien, de garder certaines matières d'ouverture comme le marketing, comme le management, comme la responsabilité civile et pénale au sein de l'entreprise, le droit de la concurrence et encore beaucoup d'autres choix. Donc, cette idée que soit l'étudiant va vraiment se spécialiser uniquement en droit social en ne choisissant que des options se rattachant au droit social, ou alors, s'il le souhaite, il pourra conserver une petite ouverture vers la vie de l'entreprise, ce qui lui permettra d'avoir des cours communs avec les étudiants des autres formations. J'oubliais bien sûr parmi ces cours en commun le module environnement numérique de l'entreprise, qui est un module qui est commun aux 3 formations, aux 3 parcours social, affaires et droit fiscal. Donc, on va approfondir les compétences en droit social, on peut garder des matières d'ouverture vers la vie de l'entreprise. Et le 3e point du contenu de cette première année de master, c'est qu'on va ouvrir aussi, on va faire une première approche vers la matière RH, c'est-à-dire les ressources humaines, et vers le management du travail. Voilà, donc vous avez des cours qui sont consacrés à ces 2 matières c'est une première approche, en fait, une première ouverture vers ces problématiques-là qui seront beaucoup plus approfondies ensuite en Master 2.
Qu'est-ce que je vous ai noté aussi? Ouais, mode de fonctionnement similaire à la licence, c'est-à-dire qu'en première année de master, on a encore un TE, donc un seul TE, et puis des cours ensuite qui complètent cette matière principale ATE. Donc, par exemple, au premier semestre du Master 1, les travaux encadrés sont consacrés et la matière principale est consacrée à la rupture du contrat de travail. Donc, vous allez voir, cette année, vous allez étudier la rupture du contrat de travail, mais ça va vous faire un ou deux cours, peut-être une ou deux séances de TE. Et là, vous voyez que tout le semestre sera consacré à la rupture du contrat de travail. Donc, pour vous montrer à quel point, bien sûr, on approfondit les premières connaissances que vous pouvez acquérir en troisième année de licence. Et puis, bien sûr, donc une ouverture progressive vers la professionnalisation, parce que vous savez que ici à la FLD, les masters sont évidemment conçus dans une optique de professionnalisation, c'est-à-dire de vous préparer à la vie active, c'est fondamental. Et donc, cette première ouverture, elle passe notamment en Master 1 par un séminaire qui s'appelle le séminaire de mise en situation pratique, qui est animé sur les 2 semestres par 2 avocats différents et qui vous permettent de faire des exercices de plaidoirie, qui vous permettent de vous mettre dans la position d'un conseil en droit social qui doit répondre à des problématiques posées par les entreprises. Donc voilà, l'idée, la recherche et votre préparation à ce monde professionnel est déjà bien ancrée dès cette première année de Master 1. Tu peux passer à la slide suivante. Merci Wendy. Sur l'année de Master 2. Donc l'année de Master 2, ça va vraiment être une année très différente puisque là, il n'y a plus de TE. On a vraiment beaucoup plus de cours, mais qui sont sur des volumes horaires beaucoup plus restreints, parce que parfois on a des cours de 10 heures, 15 heures, 20 heures maximum. Et l'idée vraiment première, c'est cette mise en œuvre des connaissances qui vont être acquises en Master 1. C'est-à-dire que l'objectif du Master 2, c'est vraiment de former de futurs professionnels. Et nous, notre idée, c'est que l'essentiel, c'est pas d'avoir une tête bien remplie, de savoir beaucoup de choses, certes c'est important, mais ce qu'on veut surtout, c'est que les étudiants soient capables de mettre en application tout ce qu'ils ont pu apprendre au cours du Master 1 qu'ils vont continuer à acquérir au cours de l'année de Master 2. Et surtout, on veut que vous, même si vous n'avez pas les connaissances, on veut que vous sachiez réagir par rapport à une situation donnée, par rapport à une situation inédite que vous allez rencontrer en entreprise ou en cabinet d'avocat, et que vous ayez des process et que vous ayez ces réflexes vraiment pour vous dire, OK, là, c'est inédit, je ne l'ai jamais vu en cours, ce n'était pas un sujet du tout que l'on a travaillé, mais ce n'est pas grave, je sais où chercher, je sais comment raisonner et je vais trouver une solution. Donc, c'est vraiment l'objectif du Master 2, c'est vraiment extrêmement important pour nous. Donc, on va mettre en application. Pour cela, voilà des exercices exclusivement tournés vers la pratique. Vous avez au cours de cette année de Master 2, 90% des intervenants qui sont des professionnels et ils ne vont pas vous faire un cours académique descendant. Les enseignements, ils sont plutôt conçus comme des partages d'expériences. C'est vraiment l'idée de vous former à la vie professionnelle qui prévaut au cours de cette année de Master 2. Sur le fond des matières, je vous disais qu'en Master 1, on faisait une première initiation, une première approche de la matière RH et du management. Eh bien, au cours du Master 2, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'appelle le Master de droit et gestion des ressources humaines, eh bien, l'année de Master 2, elle est à 50% consacrée à la dimension juridique, donc au droit social en tant que tel, et 50% sur les matières RH, de ressources humaines et le management, voilà, avec des modules extrêmement variés sur le recrutement, sur la formation professionnelle, sur les mobilités du personnel. Voilà, on couvre vraiment un panel très large, à la fois dans le domaine juridique et dans ce domaine RH.
Alors, pour vous donner quelques petites précisions aussi par rapport à ce qui est noté sur le PowerPoint, délivrance du CAM en partenariat avec l'EDEC. Le CAM, c'est le certificat d'aptitude au management de l'entreprise, qui est effectivement une certification. Alors, ce n'est pas un double diplôme, mais c'est un certificat qui permet d'attester qu'à hauteur d'environ 80 heures, vous avez suivi des enseignements qui sont dispensés par des intervenants de l'EDEC sur le management de l'entreprise. Donc, c'est une certification. Vous allez avoir un certificat remis par l'EDEC et c'est vrai que c'est hyper apprécié par les étudiants de pouvoir avoir ce petit plus qui peut-être à l'occasion d'un entretien vous permettra de vous distinguer d'un autre étudiant parce qu'effectivement, comme vous le savez bien sûr, cette petite étiquette EDEC, elle fait toujours son petit effet auprès des recruteurs. Donc ça, c'est aussi un point très important de notre Master 2. Et puis, la dimension recherche, même si, encore une fois, la professionnalisation est extrêmement importante, la dimension recherche n'est pas absente puisqu'on reste une université. Et donc, vous avez par exemple l'atelier de jurisprudence qui est mené pour permettre aux étudiants de préparer une petite revue de toutes les jurisprudences importantes des derniers mois, une petite revue qui sera à destination de tout le carnet d'adresses de la FLD. Et donc, voilà, l'idée, c'est de mettre en avant, mais toujours aussi dans une perspective pratique, de mettre en avant parmi les derniers arrêts importants sortis, voilà, de les mettre en lumière et d'expliquer en quoi ça peut être important pour nos partenaires, pour les entreprises d'avoir cet arrêt ou tel autre arrêt en tête parce que ça peut avoir des conséquences importantes sur le plan pratique au sein de l'entreprise. Et puis, bien sûr, à la fin du Master 2, vous allez rédiger un mémoire. C'est une étape importante qui va marquer la fin de vos études juridiques, ce mémoire. Et en ce qui concerne mon Master, ce mémoire est accompagné d'une soutenance, voilà, qui marque un petit peu la fin symbolique de votre formation au sein de la faculté de droit. Voilà pour cette année de Master 2. Alors, la professionnalisation. Tu peux passer à la slide suivante, Wendy. La professionnalisation, je l'ai déjà évoqué tout au long de la présentation. Donc, voilà, je vais juste préciser quelques points. Effectivement, un corps enseignant majoritairement composé de professionnels en Master 2, c'est clair. On est à 90%, je vous l'ai dit. En Master 1, on a déjà environ 40% d'intervenants professionnels sur certains cours, comme par exemple le management du travail, sur la RSE, par exemple la RSE, la responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise. Au sein du Master 1, c'est une matière qui est animée par la responsable de la RSE du groupe d'Amartex, qui a notamment comme marque Damar. Voilà, donc évidemment, beaucoup de professionnels, c'est extrêmement important. La professionnalisation, donc je vous ai dit qu'en Master 1, on avait ce séminaire de mise en situation pratique. On a en Master 2 aussi un module pédagogique très innovant qui s'appelle le droit en action. Ce droit en action, c'est un module qui termine la formation, je dirais, académique et pédagogique des étudiants avant qu'ils poursuivent en stage. Au cours du mois de mars, chez nous en droit social, ça se passe de mi-mars à fin mars. Eh bien, les étudiants vont rencontrer des entreprises qui sont confrontées à différentes problématiques et qui vont donc demander aux étudiants d'apporter une réponse, d'apporter des solutions à ces difficultés qu'ils ont rencontrées. Et donc, on va pour cela dédier un temps important qui sera de minimum une semaine. Pour certains groupes, il y aura même jusque 10, 11, 12 jours. Et les étudiants vont donc travailler par groupe. Il n'y a plus du tout de cours, les examens sont passés. Voilà, les étudiants peuvent se dédier entièrement à ce droit en action et donc préparer une petite présentation orale à destination de l'entreprise qui voilà, permet d'expliquer le résultat des recherches et voilà, qui met en lumière tout le travail qui a pu être fait au cours de ces différentes journées par le groupe d'étudiants. Donc, cette restitution, elle est extrêmement importante. Les étudiants, généralement, font des supports extrêmement intéressants, proposent même des supports, des vidéos aux entreprises. Et ça,
c'est vraiment un module auquel les étudiants et nos entreprises partenaires sont très attachés parce que on va au-delà du cas pratique ou de l'exercice pratique qu'on peut avoir aussi en cours. Là, les étudiants travaillent directement pour une vraie entreprise qui existe. Elles rencontrent le dirigeant explique son activité, explique sa problématique. Et voilà, là, c'est vraiment du réel. On est dans la vie réelle, on est déjà un premier pas dans la vie professionnelle. Et donc, ça donne évidemment une portée beaucoup plus importante au travail qui est mené parce que, voilà, on ne le fait pas simplement de façon abstraite, mais on va vraiment faire un compte-rendu à l'entreprise. D'ailleurs, les restitutions se font dans les locaux de l'entreprise. Donc, c'est toujours extrêmement enrichissant pour les étudiants. Là, on est dans la professionnalisation pure. Et ce qui est intéressant, c'est que je vous le disais, ce module intervient après les cours, après les examens du deuxième semestre et juste avant que nos étudiants de Master 2 ne partent en stage. Et donc, je fais le lien directement à la transition, effectivement, avec ce stage obligatoire en fin de cursus. En Master 2 des GRH, le stage obligatoire est de 3 mois pour valider la formation. Mais très souvent, les étudiants font des stages plus longs parce qu'ils ont des propositions souvent beaucoup plus longues auprès des entreprises. Donc, nous, nos étudiants, là, cette année, ils peuvent partir en stage à compter du 2 avril. Et vous voyez, ce qui est parfait, on va dire, et c'est fait exprès, c'est que pour les étudiants qui souhaitent passer l'examen d'avocat, 3 mois de stage obligatoire, c'est avril, mai, juin. Et après, on est tranquille fin juin. Et juillet, août, on peut se concentrer sur l'examen d'avocat pour le passer début septembre. Donc, ça laisse toute possibilité aux étudiants qui souhaitent suivre cette voie. Par contre, pour ceux que l'examen d'avocat n'intéresse pas, si on démarre son stage en avril, on peut très facilement faire un stage de 5-6 mois sans souci. L'université conventionne les stages jusqu'à fin novembre. Donc, vous voyez, où ça peut permettre de faire 2 stages différents parce qu'on ne sait pas trop, on hésite. Donc, pourquoi pas un stage dans une structure, un stage dans une autre structure, un stage plutôt juridique, un stage plutôt RH. Voilà, ça permet vraiment à l'étudiant de se faire son petit parcours. Voilà, et le séminaire de mise en situation pratique, j'en ai parlé, c'est au cours de l'année de Master 1. Tu peux passer, Wendy, merci beaucoup. Alors, les débouchés professionnels, parce que c'est vrai qu'encore une fois, c'est une matière que vous ne découvrez que là, cette année de 3e année de licence, pour ceux qui sont en 3e année de licence. Et donc, les débouchés ne sont pas forcément évidents. Alors, le premier débouché, qui n'est pas encore vraiment un débouché professionnel, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus d'étudiants qui n'en ont pas assez de ces 5 années au mieux, à minima d'études pour avoir leur Master 2 et qui refont un deuxième Master 2 ou qui font un Master spécialisé notamment dans une business school. Ça se fait pas mal. Donc, c'est un premier débouché, mais qui n'est pas vraiment professionnel. C'est quand on n'a pas encore envie de quitter les études. Donc, c'est une première option. Les options qui sont des vrais débouchés professionnels, évidemment, en entreprise. Et en entreprise, vous allez, grâce à la double compétence acquise au sein du Master 2, pouvoir à la fois vous tourner vers des postes de juriste pur ou des postes plutôt tournés RH, que ce soit un RH généraliste ou un RH ultra spécialisé, on va dire, en recrutement, en formation professionnelle ou en mobilité, par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure. Ce qui est extrêmement intéressant avec notre Master 2 et ce qui fait qu'il se différencie vraiment des autres masters, c'est qu'on a cette double compétence. Parce que sinon, vous allez trouver sur le marché des masters que droit social ou que RH. Mais nous, l'intérêt, c'est qu'on va combiner les deux. Et c'est un profil qui est extrêmement recherché. Que ce soit dans les grandes entreprises, où on sera très heureux de trouver quelqu'un qui a ce profil et qui permet de faire le lien entre le service juridique et le service RH, parce que souvent, c'est 2 services qui sont séparés dans les entreprises et en fait, chacun décide un peu de son côté sans tenir compte des exigences de l'un de l'autre. Et du coup, d'avoir quelqu'un qui sait faire le lien, c'est extrêmement recherché. Donc ça, c'est pour les grandes entreprises. Et pour les plus petites structures, et notamment les PME qui sont extrêmement nombreuses, évidemment, dans l'écosystème, les petites structures, elles n'ont pas les moyens de se payer un juriste à plein temps.
en responsable RH à plein temps. Et donc, elles vont tomber sur les étudiants du Master 2 DGRH qui auront ce double profil, cette double compétence. Et donc, vous allez là aussi être extrêmement recherché par ces PME. Donc, l'entreprise, c'est évidemment un débouché important. Autre débouché, évidemment, les cabinets d'avocats pour ceux qui souhaitent passer l'examen d'avocat. Après, vous pouvez aussi, bien sûr, intégrer un cabinet d'avocat en tant que juriste, même si vous n'avez pas obtenu l'examen d'avocat. Donc, tous les ans, nous avons bien sûr des étudiants de Master 2 qui passent l'examen d'avocat ou qui le passent d'ailleurs immédiatement après le M1, puis qui terminent leur M2 et qui rejoignent ensuite une école des avocats. Et puis, deux débouchés auxquels on pense peut-être un petit peu moins, en tout cas qui ne sont pas forcément identifiés par les étudiants. On recherche beaucoup de juristes aussi au sein des organisations professionnelles, c'est-à-dire les organisations syndicales, salariales, les syndicats de salariés ou patronales, parce qu'on a besoin de juristes au sein de ces structures, on a besoin de juristes aussi pour négocier les accords. Donc, voilà, ça c'est aussi un débouché. On a souvent des étudiants qui sont recrutés par des organisations professionnelles. Ou enfin, donc dernier débouché, j'ai noté administration sociale au sens large. Alors, bien sûr, vous pouvez passer le concours de l'inspection du travail, pourquoi pas, mais vous pouvez aussi intégrer en tant que juriste et sans passer de concours des structures telles que des caisses primaires d'assurance maladie, des CAF, l'URSSAF, pourquoi pas. Voilà, ce sont aussi des débouchés auxquels on peut penser, puisque bien sûr, au sein du master, on a des enseignements spécialisés aussi, notamment en droit de la sécurité sociale. Voilà. Pour terminer, le dernier point sur les prérequis ou la sélection, je ne sais plus comment l'appeler, la sélection des candidats. Voilà, donc prérequis en droit du travail. Effectivement, avoir suivi le cours de droit du travail en licence et avoir suivi un TD ou un TE selon d'où vous venez, évidemment, c'est un point qui va donner à votre dossier un petit peu plus de force. Ceci dit, je suis quelqu'un d'assez ouvert et si vous n'avez pas choisi la matière, parce qu'on sait bien comment ça se passe dans beaucoup d'universités où vous n'avez pas forcément d'informations sur les matières et où vous faites un peu votre choix au hasard sans trop savoir et que vous regrettez énormément, eh bien, le fait de ne pas avoir choisi la matière en cours va pouvoir être compensé, par exemple, par une pratique professionnelle, par un stage dans un cabinet d'avocats spécialisé. Voilà, qui vous aura permis de révéler la matière, parce que généralement, sauf cas extrêmement rares, mais auquel cas on le décèle tout de suite dans le dossier, généralement, si vous postulez pour un master en droit social, c'est que la matière vous intéresse, parce que c'est quand même une matière spécifique, et donc, vous n'êtes pas là par hasard, et si il s'avère que dans votre dossier, vous n'avez pas choisi la matière en cours, si vous souhaitez quand même intégrer un master en droit social, c'est qu'à un moment donné, quelque chose qui vous a intéressé. Donc, effectivement, très souvent, ça va être un stage ou un job d'été, quelque chose qui va faire que vous avez cet attrait. Et donc, moi, ça peut aussi, évidemment, m'intéresser. Mais il faut qu'il y ait quelque chose, parce que si vraiment vous n'avez jamais suivi la matière, vous n'avez pas fait de stage ou pas de pratique professionnelle du tout en lien avec le droit du travail, je vais un petit peu me demander ce que vous faites là. Donc, bien sûr, pour les dossiers, donc aujourd'hui, vos dossiers seront déposés pour candidater en Master 1 sur la nouvelle plateforme dont on ignore encore pas mal de choses, mais voilà, de mon master.gouv.fr là. Et donc, moi, j'attache une importance évidemment au CV, à la lettre de motivation, à ne pas prendre à la légère, ça compte. Ce qui compte aussi pour moi, c'est que vous connaissiez bien le parcours, que je n'ai pas le sentiment que vous débarquiez là par hasard, que vous êtes un minimum intéressé à ce que l'Université catholique de Lille vous propose. Et puis, oui, une cohérence du projet professionnel, c'est-à-dire que voilà, vous souhaitez suivre ce master parce que vous avez déjà une idée de ce que vous souhaitez faire après. Bien sûr, les choses évoluent, puis on peut même aussi très bien commencer une carrière d'une façon et la finir totalement différemment. Donc, je n'exige absolument pas que les choses soient arrêtées de manière définitive, mais voilà, il faut déjà que vous ayez une petite idée de ce que vous voulez faire.
J'organise beaucoup d'entretiens. J'ai noté 80-90% des dossiers. Bon, là, avec la nouvelle organisation, la nouvelle plateforme, les choses vont être peut-être un peu différentes et peut-être qu'il y aura un petit peu moins d'entretiens parce que matériellement, dans la mesure où on va devoir faire les choses sur un temps très réduit, ce ne sera peut-être pas possible. Mais voilà, mon objectif, c'est d'essayer d'en faire le plus possible parce que, bon, voilà, un dossier, pour moi, ça révèle certaines choses, mais pas beaucoup. Et j'aime vraiment avoir cet échange avec les étudiants par Zoom, hein, bien sûr, mais en tout cas, avoir un minimum d'échanges. Donc ça, c'est très important. Ah oui, j'ai oublié aussi de vous parler d'une chose. Je terminerai par là pour laisser du temps à mes camarades. Par rapport à la professionnalisation, d'ailleurs, je le dis pour tous les masters, comme ça, ce sera fait. On a un accompagnement en interne qui est extrêmement important avec le Career Center, qui est vraiment un organe très moteur et j'y pense parce que cet après-midi avait lieu notamment dans nos locaux le Forum Auchan, voilà, qui a regroupé énormément de personnes, d'étudiants et de professionnels de ce grand groupe que vous connaissez évidemment, pour présenter aux étudiants les métiers, pour permettre aux étudiants de déposer des CV, de faire aussi des premiers entretiens, pour avoir des premières touches. Donc voilà, il y a cet accompagnement très fort pour les CV, pour les entretiens, et puis des événements très importants qui sont organisés. Donc, ce forum Auchan cet après-midi. La semaine prochaine, le 2 février, il y a aussi un job dating de folie qui va regrouper je ne sais combien d'entreprises de la région et au-delà. Un job dating inversé, d'ailleurs, ce sont les entreprises qui vont pitcher près des étudiants et ça permet aux étudiants voilà, de connaître les entreprises vers lesquelles se tourner. Alors certes, quand on dit Auchan, évidemment, tout le monde y pense, mais il y a plein de structures qui sont parfois méconnues du grand public et qui peuvent offrir des débouchés incroyables à nos étudiants. Donc voilà, ça c'est vraiment important parce que c'est vraiment un département, on va dire, très actif et qui accompagne vraiment les étudiants vers la professionnalisation. Voilà, j'en ai terminé. Je me tais. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci Camille pour cette présentation. Alors effectivement, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat. Maintenant, on va passer à la présentation de Laure Laref sur le master en droit des affaires. Merci Wendy. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, écoutez, ravie de vous retrouver pour une nouvelle présentation de ce parcours droit des affaires et vie de l'entreprise. Donc, effectivement, je suis Laure Laref, directrice du master droit des affaires. Donc, comme Madame Blancard l'a précisé, master évidemment en 2 ans, hein, avec un master 1 droit des affaires et vie de l'entreprise et un master 2 pratique du droit des affaires. Alors, je vais m'abstenir de reprendre ce que Madame Blancard a très bien expliqué, à savoir les ponts qui existent entre nos 3 parcours, à savoir donc le parcours droit social, le parcours droit fiscal et puis le parcours droit des affaires, puisque donc ces éléments ont été déjà introduits. Je vais donc me contenter d'apporter des éléments de compréhension sur le master droit des affaires, mais évidemment, je me tiens à votre disposition si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur les passerelles qui existent entre nos formations. Alors, concernant le master droit des affaires, j'allais dire, c'est là encore un master somme toute assez classique, puisque le master 1 a pour ambition d'approfondir les acquis qui ont pu être touchés du doigt sur l'année de licence particulièrement, puisque donc master droit des affaires, on est dans le prolongement direct de ce qui a pu être découvert en cours de droit commercial principalement, également en droit des sûretés, droit des sociétés pour les étudiants qui auraient bénéficié de ce cours au sein de l'université catholique ou des extérieurs, puisque parfois les cours dispensés ne correspondent pas intégralement, parfaitement. Donc voilà, le prolongement de ce qui a pu être abordé lors de la licence. Donc un master 1 plutôt académique, en ce sens qu'on est encore sur de l'approfondissement des connaissances, des apports plutôt théoriques, même s'il est vrai que c'est une année qui va vous permettre de pouvoir toucher, là encore du doigt, des éléments de professionnalisation, en ce sens que vous avez des séminaires de recherche appliquée qui vous sont proposés,
et à l'issue desquels vous avez la possibilité de mettre davantage en pratique vos connaissances que ce que vous pouvez faire, bien sûr, dans des cours très descendants comme le sont les cours magistraux. Alors, sur les cours, justement, concernant les cours, on est sur un schéma donc similaire à celui que Madame Blancard a exposé concernant le parcours droit social, à savoir que vous avez deux cours fondamentaux avec deux TE correspondants. Donc, premier semestre, un cours de droit spécial des sociétés complété d'un TE de 27 heures. Et au second semestre, le cours fondamental de droit des entreprises en difficulté, complété lui aussi d'un TE du même volume horaire, à savoir 27 heures. Donc ça, ce sont les deux matières fondamentales de l'année qui, évidemment, sont complétées de cours complémentaires qui vous permettent de finalement, voilà, de pouvoir parfois goûter, j'allais dire, à certaines thématiques qui vous sont totalement étrangères. Madame Blancard évoquait le cours commun à nos trois parcours qui est environnement numérique d'entreprise. Ça en est un exemple. D'autres le sont aussi, comme le droit de la concurrence. Voilà, le droit de la concurrence que vous n'avez jamais appréhendé lors de la licence et qui vous est permis lors du Master 1 de pouvoir découvrir. Donc, une année essentiellement théorique, même si je le répète, certains modules vous permettent déjà de pouvoir mettre en pratique vos connaissances et vous permettent voilà, d'aborder progressivement, doucement, d'une manière différente vos études de droit. Peut-être, Wendy, si tu peux passer la slide suivante, merci beaucoup. Alors, l'année du Master 2, elle est beaucoup plus pratique et la formation porte le nom, Master pratique droit des affaires. Pourquoi? J'ai l'habitude de dire alors un fossé peut-être pas, mais à tout le moins, un écart se mesure beaucoup plus entre le Master 1 et le Master 2 qu'entre la licence et le Master 1. Pourquoi? Parce que le Master 2 a l'ambition de vraiment vous mettre le pas à l'étrier dans la voie professionnelle qui est la vôtre. J'entends par là que lors du Master 2, les cours qui vous sont dispensés le seront pour la plupart. Donc, Madame Blancard évoquait, je crois, à peu près 90%. Sur PDA, on est sur, voilà, sur un pourcentage similaire. Donc, ces cours sont assurés pour la plupart par des professionnels. Donc, des directeurs juridiques, des juristes d'entreprise, des avocats, voilà, différentes professions qui représentent, qui brassent finalement le milieu des affaires tel qu'on l'entend, avec parfois aussi des professions qui sortent un peu des sentiers battus et auxquelles vous êtes un peu moins confrontés ou en tout cas auxquelles vous pensez moins spontanément. Ça vous permet également de découvrir des professions ignorées ou en tout cas mal perçues. Donc, une année professionnalisante et qu'il est d'autant plus au regard du calendrier universitaire et des modules qui vous sont proposés. J'entends par là que le Master 2 pratique du droit des affaires, concernant les apports théoriques, se résume finalement sur une petite période de septembre à fin février. Durant ces quelques mois, vous avez encore des cours qui vous sont dispensés par des professionnels, je le répète, et donc qui vous seront proposés sous une forme nouvelle, beaucoup plus participative que ce qui avait pu être mis en œuvre lors du Master 1. Mais on reste sur une période de cours, quand bien même la forme est repensée par les divers intervenants comme ils le souhaitent. Donc, première période de cours, qui précède une période de clinique du droit en action, donc module similaire à celui évoqué tout à l'heure par Madame Blancard, à ceci près que concernant PDA, le Master de pratique du droit des affaires, il s'étend sur une période un peu plus importante puisque le droit en action dure 5 semaines dans le cadre de PDA. Donc, il débute fin février, il s'achève fin mars. Donc, c'est un module qui est placé sous la responsabilité de ma collègue Nathalie Logier. Et donc, les étudiants du Master de pratique droit des affaires sont répartis par groupe de travail et les directions juridiques de différentes structures vont leur confier des problématiques juridiques auxquelles ils sont confrontés
et qui peuvent être tout à fait diverses. Alors, voilà, à titre d'exemple, je me remémore un petit peu les sujets qui avaient été traités l'an passé. On avait un point demandé sur le RGPD, quand d'autres travaillaient sur la finance verte, quand d'autres encore travaillaient sur le contrat de franchise. Bref, vous voyez, un éventail de sujets extrêmement large. Donc, une période de 5 semaines durant laquelle les étudiants constitués en groupe vont travailler sur 2 problématiques juridiques et à l'issue de ces 5 semaines, ils se rendront donc en entreprise pour restituer leurs travaux devant, bien sûr, les directions juridiques, Madame Logier et moi-même, quand je le peux, bien évidemment. Et donc, cette période du droit en action précède elle-même la période, j'allais dire, finale du stage, puisque vous avez un stage obligatoire d'une durée encore de 3 à 6 mois, pour les mêmes raisons qu'évoquait Madame Blancard précédemment, c'est-à-dire que certains étudiants font le choix de passer le barreau à l'automne suivant et donc ils souhaitent consacrer la période estivale à une prépa. Donc évidemment, ils sont tout à fait en mesure de pouvoir faire un stage d'une durée beaucoup plus raccourcie, 3 mois, voire 2 mois et demi pour certains. Mais d'autres font le choix de faire des stages beaucoup plus longs parce qu'ils savent, ils ont l'ambition de devenir juriste d'entreprise ou j'allais dire des activités, des professions annexes. Donc, ils savent d'ores et déjà qu'ils ne veulent pas embrasser l'avocature et préfèrent faire le choix d'un stage long. Donc voilà, stage obligatoire à compter du mois d'avril, début avril, mais stage dont la durée peut être modulée au regard, bien sûr, des ambitions des étudiants, de leurs besoins, puisque notre souci premier, c'est de vous accompagner. Alors, particularité du master PDA, c'est que durant toute cette année, puisque là, je vous ai découpé l'année de master de PDA, durant toute cette année, vous travaillez en plus sur un projet qui vous est confié dans le cadre d'un module que l'on appelle PratTeam. Alors, PratTeam, de quoi s'agit-il? Il s'agit pour les étudiants du Master PDA, Master 2 PDA, de travailler par petits groupes sur une problématique juridique, ou même sur plusieurs problématiques juridiques, qui leur sont posées par des porteurs de projets qui sont soutenus par l'IMT, ancienne école des mines, de Douai. Donc, ce projet PratTeam, ce module PratTeam, s'inscrit dans une relation tripartite avec l'IMT, l'AFLD et un cabinet d'avocats, puisque les étudiants n'ont pas la qualité de conseil juridique et donc, doivent donc faire valider leurs travaux par des avocats. Donc, les étudiants rencontrent en début d'année universitaire les porteurs de projets avec leurs responsables et vont travailler durant toute l'année pour pouvoir accompagner ces porteurs de projets. Donc, vous voyez, on est vraiment dans l'accompagnement extrêmement concret, puisque, bon, pour certains, on pense instinctivement à la rédaction statut, mais on est loin de se contenter de cette problématique-là. Certains vont avoir en tête le dépôt d'un brevet, quand d'autres vont réfléchir à la rédaction de conditions générales de vente. Bref, des problématiques extrêmement diverses, selon bien sûr la maturation du projet du porteur, évidemment, les difficultés qu'il peut rencontrer. Donc, on est vraiment dans de l'accompagnement concret, dans un module extrêmement professionnalisant. Et puis, j'ajouterai également que la formation PDA vous permet également d'obtenir, si bien sûr les notes que vous avez à l'issue des cours correspondants le permettent, vous permet donc d'obtenir la délivrance du CAM que Madame Blancard évoquait auparavant, certificat d'aptitude au management d'entreprise, qui est délivré donc par l'EDEC, puisque ce sont des intervenants de l'EDEC qui viennent dispenser les cours correspondants permettant l'obtention de ce certificat. Alors, je ne reprendrai pas, je vais pas répéter ce qui a été très justement dit par ma collègue, mais effectivement, je pense que vous savez toutes et toutes que cette petite marque supplémentaire sur le CV fait extrêmement bonne impression. J'en ai la confirmation encore cette année de master de sortants qui effectivement m'ont confié que c'était un plus, comme le sont les différents modules auxquels ils se sont prêtés au cours de cette année du master 2.
qualités qui sont reconnues par beaucoup de recruteurs, puisque, bon, je viendrai après, mais certains étudiants sont recrutés dans la foulée de leur stage. L'une est actuellement au Luxembourg chez KPMG, quand d'autres ont été recrutés au sein de cabinets d'avocats dans l'attente, bien sûr, de pouvoir obtenir le CAPA. Donc, vous voyez, il y a de très beaux débouchés. Avant d'en arriver à la professionnalisation, 2 mots quand même sur un point important de ce Master 2 qui est le mémoire. Puisque ce mémoire s'impose à vous, c'est normal. Vous êtes des étudiants, certes, intégrés dans une formation professionnalisante, mais il n'en reste pas moins, comme l'a très justement dit Madame Blancard, que nous sommes une université et que partant, il vous faut acquérir et développer des qualités rédactionnelles évidentes, ce à quoi participe nécessairement la rédaction d'un mémoire. Petite particularité, au sein de PDA, en tout cas pour le moment, la rédaction du mémoire ne donne pas lieu à une soutenance. Donc, vous êtes noté sur le mémoire après la restitution que vous en faites, mais il n'y a pas de soutenance en tant que telle, puisque vous avez déjà une échéance de soutenance de votre rapport de stage. Donc, voilà, vous soutenez votre rapport de stage, mais vous ne soutenez pas le mémoire, vous le restituez uniquement. Wendy, est-ce que tu peux balayer la slide? Merci beaucoup. Alors, je crois que tu peux balayer également, puisque j'ai déjà évoqué ces points-là. Voilà. Alors, on en arrive effectivement sur la poursuite d'études, je vais en dire quelques mots, et les débouchés professionnels d'une manière plus générale. Donc, effectivement, et je rejoins complètement ce qui a été dit auparavant par Madame Blancard, puisque les étudiants PDA également font le choix, pour une certaine proportion, de poursuivre leurs études. Donc, ce qui se dessine principalement, c'est la poursuite au sein de masters surspécialisés, j'allais dire. Beaucoup voilà, ont une appétence, ou en tout cas ont développé une appétence, j'allais dire, pour la propriété intellectuelle, l'environnement numérique. Donc, voilà, ils souhaitent développer de nouvelles compétences, ou en tout cas les approfondir. D'autres font le choix d'intégrer des écoles de commerce. J'en ai 3 actuellement, un de sortant qui sont à l'EM Lyon, hein, en Amérique du Sud. Donc, voilà, l'école de commerce, c'est aussi quelque chose qui parle beaucoup aux étudiants sortants de PDA. Et puis, certains ont fait le choix également de poursuivre leurs études pour acquérir ou conforter, j'allais dire, leurs compétences en matière de management de l'entreprise. Ça aussi, voilà, c'est quelque chose qui ressort de manière assez notable sur la poursuite d'études. Or, le cas de ces étudiants qui ont fait le choix de poursuivre leurs études, concernant les débouchés professionnels, alors évidemment, sur la slide apparaît, j'allais dire, les débouchés sont tout assez classiques, juriste d'entreprise, avocat en droit des affaires. Et c'est vrai que de coutume, on a tendance à avoir cette perspective-là, mais elle est loin d'être suffisante, parce que lorsqu'on regarde un petit peu les professions qu'ils peuvent embrasser, on oublie parfois la profession d'administrateur judiciaire vers laquelle certains étudiants se dirigent. On oublie également la profession de notaire, puisque effectivement, instinctivement, on se dit qu'un étudiant qui souhaite intégrer l'INFN va plutôt intégrer un master notariat ou parcours notariat, mais il faut savoir que les notaires, et j'en ai encore eu la confirmation récemment, sont friands de profils affairistes parce que ça leur fait défaut. Beaucoup ont un parcours très classique d'étudiants notariat, mais les compétences particulières d'étudiants affairistes manquent à la profession. Donc, c'est là encore une porte de sortie qui peut s'ouvrir pour les étudiants PDA. J'ai le cas très concret d'un étudiant sortant qui a été accepté sans avoir fait de master notariat, qui a été accepté à l'issue de son M2 directement à l'INFN. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et ne pas se fermer des portes qui, au contraire, sont grandes ouvertes. Voilà pour les professions. 2 mots peut-être sur les nouveaux métiers du droit et du droit des affaires. Je pense à tout ce qui est legal design, legal ops. C'est des nouvelles professions très en vogue, vous le savez, qui séduisent beaucoup les étudiants.
Et j'allais dire, les entreprises sont également extrêmement intéressées pour recruter ce type de profil. Donc, on a, voilà, en tant qu'affairiste, un panel de professions, alors, hors le cas de la poursuite d'études, de professions qui peut voilà, être mûri ou être appréhendé par la suite. Alors, je permets de glisser 2 mots, puisque j'ai oublié de le faire précédemment. Toujours en rapport avec cette professionnalisation, j'ai à cœur de permettre aux étudiants de pouvoir rencontrer en dehors des cours, parce que ce n'est pas toujours ni le lieu, ni l'endroit, ni l'environnement propice pour des échanges. J'ai à cœur donc de permettre aux étudiants de pouvoir échanger avec des professionnels. Donc, j'organise des tables rondes professionnelles à destination DM1 et DM2, dès lors que l'agenda le permet. Et cela leur permet évidemment de pouvoir s'entretenir avec des administrateurs judiciaires, des notaires, des avocats, des commissaires de justice, etc. Ce qui, à mon sens, est très important pour les étudiants et ils me le confient à chaque fois, puisque ça leur permet de découvrir parfois des professions finalement dont ils ignorent à peu près tout. Administrateur judiciaire, c'est une profession qui est largement ignorée et après discussion, après échange, ils se disent mais pourquoi pas, c'est très intéressant, ça met en lumière des connaissances que j'ai pu acquérir au cours de ma formation, mais finalement qui, au cours de cette formation ne m'avait pas aiguillé sur cette profession de mandataire judiciaire. Pourquoi pas finalement approfondir, creuser un peu de ce côté-là. Donc, table ronde professionnelle et puis également une sortie au tribunal de commerce. Ça aussi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que les étudiants, très souvent, appréhendent le droit des entreprises en difficulté de manière très détachée ou de manière très théorique, en oubliant que derrière tout ça, il y a quand même de l'humain. Hein, on a souvent, ou parfois, et de manière totalement erronée, une image des étudiants de droit des affaires et des affairistes, j'allais dire, opposés ou en contradiction complète à ce que peut être un humaniste, alors que non. Il faut se rendre compte que derrière tout ça, il y a de l'humain et de se rendre au tribunal de commerce, d'assister à ces audiences-là, ça leur permet d'ouvrir les yeux et de se rendre compte voilà, qu'on n'est pas juste sur un dossier de redressement ou cessation de paiement ou que sais-je, que voilà, derrière, il y a d'autres considérations, il y a d'autres implications et à mon sens, c'est très important. Je crois avoir fait le tour. J'espère ne pas avoir été trop longue. Et évidemment, je me tiens à votre disposition si vous souhaitez poser des questions complémentaires. Ah, oui, merci Wendy. J'allais oublier peut-être ce qui intéresse le plus les étudiants. Oui. Effectivement, donc les éléments pour déposer, pour candidater à l'entrée en master droit des affaires. Alors, je rejoins complètement Madame Blancard sur ce qu'elle a pu dire concernant ses attentes, en ce sens que je ne suis pas du tout fermée quand je reçois des dossiers. Évidemment qu'il y a des attentes peut-être un peu plus particulières sur, je les ai déjà évoquées, des matières, j'allais dire, qui vous permettent de toucher du doigt le droit des affaires. Donc, que les étudiants aient eu l'opportunité, parfois ils n'ont pas eu selon les établissements d'où ils proviennent, mais aient pu suivre un cours de droit commercial, aient pu toucher du droit un peu le droit des sociétés, qu'ils aient la maîtrise, même approximative, mais à tout le moins parcellaire du droit des contrats spéciaux, droit des sûretés, ça me semble quand même beaucoup plus confortable pour les étudiants, pour finalement être à l'aise durant leur année de M1, évidemment, de M2. Donc voilà, il y a, j'allais dire, des éléments qui me tiennent à cœur et pourtant, je tempère de suite ce que je viens de dire là, je ne suis fermée à aucun dossier parce que je ne sais que trop bien qu'en étant étudiant, on peut changer et parfois très rapidement d'orientation parce qu'on a fait un stage, parce qu'on a découvert une profession à l'issue d'une rencontre carrière, peu importe. Donc, je ne suis fermée à aucun dossier, mais là encore, j'insiste, il faut quand même de la cohérence. Et quand je dis cohérence, je précise de suite ce que je veux dire par là.
puisque un étudiant m'a fait la remarque récemment, il pensait que par cohérence, ça voulait dire qu'il fallait qu'il n'ait candidaté que sur 2 masters. Évidemment pas. On se met tous à votre place. Évidemment qu'il vous faut multiplier les chances d'obtenir une place en master. Ça confine à l'évidence. Ce que je veux dire par cohérence, c'est finalement les choix de candidatures qui ont été faits, qui sont regardés. C'est-à-dire que si un étudiant a candidaté en droit social, droit fiscal, droit des affaires en alternance et mon master, il n'y a aucune incohérence là-dedans, parce que les points de recoupement sont nombreux, parce que des passerelles existent parfois. J'entends par là les parcours avec Madame Blancard et Monsieur Olzac. Donc, il n'y a aucune incohérence, en tout cas pour ma part, à candidater sur ces différentes formations. Évidemment, si l'étudiant a candidaté sur un master droit public, sauf à m'expliquer qu'il veut faire du droit public des affaires et encore qu'il faut bien motiver la lettre de motivation, mais voilà, s'il a candidaté en master droit public et puis en master droit de la matière pénale et en master droit des affaires, je m'interroge. Voilà, je m'interroge parce que il y a un manque de cohérence, on va dire, dans l'orientation qui se profile. Voilà, tout simplement. Donc, sur les prérequis, j'en ai dit 2 mots. Évidemment, une attention particulière au CV, une attention, j'allais dire, redoublée quant à la lettre de motivation, personnalisez vos lettres de motivation, j'allais dire, n'arrivez pas en touriste. Hein. Nous avons l'habitude de les lire et nous sentons très rapidement un étudiant qui s'est investi ou non dans la rédaction de sa lettre. D'accord, donc vraiment, faites l'effort, jouez le jeu, c'est une étape importante, CV, lettre de motivation. Et sur les entretiens, voilà, je me plie à l'exercice avec beaucoup d'intérêt. Parce qu'effectivement, les étudiants, ce ne sont pas que des dossiers papier, mais il faut aussi être tout à fait transparent, et je le serai, je ne peux pas procéder à 200 entretiens. Ça n'est pas possible. Donc, je fais des entretiens, mais une première sélection sur dossier est indispensable compte tenu du nombre de candidatures qui ne cesse d'augmenter chaque année. Donc, voilà, CV, lettre de motivation, et puis entretien éventuel derrière. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Merci Laure pour cette présentation. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Il y aura un temps qui sera dédié à une table ronde pour qu'on puisse discuter de toutes les formations ensemble par la suite. Alors, nous allons passer maintenant au Master Droit des Affaires Juriste d'entreprise, qui est du coup le responsable de la formation est Laurent André, qui va nous parler de cette formation. Je te remercie. Merci Wendy. Bonsoir à tous. Alors, pour ma part, je vous présente le Master Droit des Affaires Juriste d'entreprise en alternance. C'est important de préciser qu'il s'agit d'une formation en alternance. Alors, je vais peut-être être un peu plus rapide que mes collègues parce que beaucoup de choses ont déjà été dites et me concentrer sur les particularités de cette formation et surtout sur les éléments qui la distinguent du master droit des affaires qui vient de vous être présenté par Laure Laref. Alors, la première chose à dire, à éclaircir, c'est que ça n'est pas la déclinaison en alternance du master droit des affaires tel qu'il vient de vous être présenté. Et ça ne l'est pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce master en alternance a une coloration particulière en termes d'enseignement. Il est clairement axé sur la propriété intellectuelle et les technologies de l'information. Et d'autre part, c'est une formation qui se veut également pluridisciplinaire puisque elle intègre des compétences juridiques, mais également des compétences économiques et des compétences en informatique. Donc, il y a vraiment une spécificité forte en termes de matière enseignée. S'agissant du contenu de la formation, justement, c'est tout de même une formation de juriste d'entreprise, donc on va retrouver des enseignements, on va dire, classiques,
principalement en première année de master. Donc, on aura des matières telles que le droit des sociétés approfondi, le droit des entreprises en difficulté, le droit des relations de travail ou du droit de la consommation. Donc, des bases, un socle de connaissances qui sont fondamentales, qui sont nécessaires à tout juriste d'entreprise. Mais c'est aussi, cette première année, l'occasion d'acquérir les bases qui vont être nécessaires aux enjeux liés au numérique et à l'immatériel, pardon. Et donc, dès la première année, un gros volume horaire est consacré à la propriété intellectuelle et à la propriété industrielle, deux matières pour lesquelles il y a un cours magistral de 30 heures, cours magistral auquel est associé ou sont associés des travaux dirigés. À côté de cela, en première année, l'accent va être mis sur un premier enjeu immatériel qui est celui des données, puisque un enseignement sur la protection des données et sur leur usage commercial et sur l'analyse économique des données va être abordé. C'est en quelque sorte la porte d'entrée vers la spécialisation qui sera accentuée en deuxième année de master. Durant cette deuxième année de master, on va poursuivre l'acquisition de connaissances qui sont communes à tout juriste d'entreprise, avec des matières un peu plus spécifiques, telles que la fiscalité, notamment la fiscalité des actifs immatériels, mais également la pratique des contrats d'affaires, des contrats commerciaux, et les questions de responsabilité de l'entreprise. Mais surtout, cette deuxième année de master, comme cela vous a été présenté également dans les autres masters, va être l'occasion d'une spécialisation plus marquée. En l'occurrence, d'une spécialisation plus marquée dans des matières liées à l'immatériel et au numérique, aux technologies de l'information. Donc, on va retrouver du droit du numérique, du droit des médias, toutes les questions qui concernent l'éthique et l'intelligence artificielle, le droit des bases de données, la cybersécurité, mais aussi, d'un côté pratique, la pratique des contrats électroniques et des contrats numériques, notamment comment ça fonctionne dans la blockchain, comment fonctionnent les smart contracts, bref, une spécificité, une approche beaucoup plus spécifique du droit des contrats en la matière. Et puis, cette deuxième année de master, ce sera également le moment durant lequel l'étudiant va pouvoir acquérir des compétences plus techniques pour comprendre les enjeux du numérique. C'est le moment où seront associés des enseignements en informatique, en programmation, mais également des enseignements sur l'architecture des systèmes de données. Donc, ces éléments qui, je le répéterai après, vont être utiles pour que le juriste soit à même de discuter et de comprendre tous les enjeux liés aux aspects immatériels de l'entreprise. Durant cette deuxième année de master, un mémoire sera également rédigé. Alors, il s'agit d'un mémoire plutôt professionnel ici, qui va permettre à l'étudiant d'approfondir une problématique qu'il aura rencontrée dans l'entreprise, puisqu'il s'agit d'une formation en alternance. Et donc, le mémoire lui permettra d'approfondir une problématique particulière qu'il aura rencontrée à ce moment-là. Durant toute la formation, l'accent est également mis sur l'acquisition de ce qu'on appelle maintenant les soft skills, donc des compétences humaines, des compétences humaines qui vont permettre de développer la personnalité de l'étudiant, qui vont permettre de développer sa créativité ou encore son aisance relationnelle. Donc, on a des modules de communication en public, des modules de legal design, comme on a évoqué déjà précédemment, des modules qui vont permettre de développer l'esprit d'équipe, les compétences en matière de management ou encore tout simplement la créativité des étudiants. L'objectif de cette formation, l'objectif final, c'est que
le juriste qui aura été formé soit capable d'accompagner une direction juridique d'entreprise dans la résolution de toutes les problématiques qui concernent le domaine de l'immatériel, qu'il s'agisse d'agir en amont, d'anticiper les risques, ou qu'il s'agisse de rédiger des contrats, ou encore de gérer des actifs immatériels de l'entreprise, ou d'administrer, de gérer les données utilisées par l'entreprise. Mais il s'agit également, pour le juriste qui sera formé, d'être à même d'échanger avec les différents services, notamment les services informatiques des entreprises et les services qui mettent en œuvre les stratégies immatérielles. Au final, ce juriste pourra mener un projet de stratégie immatérielle, de sa conception jusqu'à sa réalisation en tant que telle. S'agissant des modalités de formation, c'est un master en alternance. Je pense qu'on peut passer le slide. Voilà. Donc, c'est un master en alternance. Les 2 années, évidemment, sont en alternance. Le rythme de l'alternance est identique en première année de master et en deuxième année de master. Donc, il s'agit, comme il est indiqué, d'un rythme basé sur 2 semaines en entreprise et 1 semaine à l'université. Bon, pour en avoir discuté avec les chefs d'entreprise et avec les collègues qui dirigent des masters en alternance, plusieurs possibilités étaient envisageables, soit une alternance hebdomadaire avec plusieurs jours en entreprise et à l'université dans la semaine, soit une alternance de cette sorte-là. Ce choix a été fait parce que il me semble en tout cas qu'il permet un meilleur investissement à la fois dans l'entreprise et à l'université, puisqu'il y a des plages plus larges dans l'une et dans l'autre. L'alternance, c'est un choix fort qui doit être fait par l'étudiant. C'est un choix, alors j'ai envie de dire stratégique, parce qu'il va permettre effectivement de directement mettre en application les connaissances qui sont acquises. C'est sûrement un choix qui permet aussi de développer l'autonomie des étudiants. C'est un choix qui permet d'avoir une autre approche de l'acquisition des connaissances, puisque l'étudiant va immédiatement être confronté aux problèmes pratiques de l'entreprise et va donc pouvoir dépasser les simples enjeux théoriques tels qu'ils sont parfois perçus à l'université. Comme pour les autres masters, le corps enseignant va être majoritairement composé de professionnels, surtout en Master 2, bien qu'en Master 1, je pense que la moitié des enseignants vont être également des professionnels. Ce qui permet, comme cela vous a déjà été présenté, une approche plus pragmatique et d'avoir immédiatement à l'esprit les enjeux des matières étudiées. Et puis, l'alternance, c'est aussi la possibilité de développer une première expérience professionnelle pour les étudiants. Quelles sont les attentes? Quelles sont mes attentes par rapport aux candidats? Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Évidemment, j'attends des candidats une cohérence dans leur choix, une cohérence dans leur parcours, mais plus particulièrement parce qu'il s'agit d'une formation en alternance. Je souhaite faire attention durant la sélection à ce que les candidats aient bien conscience des enjeux. Ils vont être salariés d'une entreprise. Donc, cela signifie que l'entreprise, certes, va les former, mais elle va également avoir des attentes à leur égard. Et ce qui impose dans le choix des candidats d'être certain qu'ils soient prêts, en réalité, qu'ils soient déjà prêts, qu'ils fassent preuve d'autonomie, mais également
qu'il soit prêt à une certaine discipline dans le travail, puisqu'il va falloir concilier cette expérience professionnelle avec le travail universitaire qui leur sera également demandé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura des travaux dirigés, donc des exercices, on va dire, classiques qui pourront être abordés également. Donc, je vais vraiment faire attention à cela, cette preuve, cette démonstration d'une capacité à l'autonomie et de discipline dans le travail, à la discipline dans le travail. Techniquement, il est attendu des étudiants une connaissance déjà, une connaissance et même une certaine maîtrise des outils informatiques dans la mesure où ils vont être amenés à développer cette pratique des outils informatiques, notamment dans le cadre des enseignements de codage informatique. Donc, on ne peut évidemment pas se livrer à ce type d'enseignement si l'étudiant ne maîtrise déjà pas Excel, par exemple, ou qui ne sait pas faire une base de données, réaliser une base de données. Quant aux modalités de candidature, enfin, pour conclure, il s'agit d'une nouvelle formation et l'université n'a pas été en mesure de m'informer aujourd'hui sur le fait de savoir si les candidatures devront être déposées sur la nouvelle plateforme Mon Master ou non. Donc, si ça n'est pas le cas, il faudra suivre la procédure via eCampus. En tout cas, l'information sera communiquée le plus rapidement possible dès qu'on en aura connaissance. Peut-être un mot sur les débouchés pour finir, mais bon, en grande partie, les débouchés sont, on va dire, pas identiques, enfin identiques en termes de cible, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui est ciblée, hein, on forme des juristes d'entreprise, donc identique à la formation qui vous a été présentée auparavant, mais ici, vous voyez comme cela vous est présenté, des entreprises plus spécifiques, des domaines d'entreprises plus spécifiques seront concernés, juriste data, juriste digital, juriste en propriété intellectuelle, en technologie de l'information, les domaines également de la legal tech. On voit se développer des sociétés, des entreprises, des startups, beaucoup de startups qui se développent dans le domaine de la legal tech, donc de l'utilisation des technologies de l'information à des fins juridiques. Je pense par exemple à la justice prédictive ou à des sites peut-être que vous connaissez déjà, enfin des entreprises que vous connaissez déjà, par exemple le site Doctrine qui permet en fait d'effectuer de la recherche juridique. On se rend compte que ce site-là, il est basé uniquement sur l'exploitation de données. Donc, on est vraiment au cœur de la formation dont il est question. Je pense avoir fait le tour le plus rapidement possible de mon exposé. Je vous remercie. Merci Laurent pour cette présentation. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Et en fin de présentation, nous pourrons discuter des formations et des questions que vous pourrez avoir. Merci Laurent. Alors maintenant, nous allons parler du master droit fiscal et vie de l'entreprise, qui est du coup géré par Eric Olzac, qui est le responsable de la formation. Eric, je te laisse la parole. Merci. Merci Wendy, bonsoir à tous et à toutes. J'ai à la fois une tâche difficile et facile. Difficile parce que j'arrive après mes trois brillants collègues et je pense peut-être que l'attention est un petit peu moindre. Et facile parce que justement, ils ont de manière exhaustive déjà défriché une grande partie du terrain puisqu'il y a beaucoup de points communs. J'excuse mon collègue et ami Simon Daragon avec qui je co-dirige effectivement ce Master 1 et également le Master 2. Il n'a malheureusement pas pu se joindre à nous, mais je vais essayer d'être exhaustif à mon tour pour vous montrer l'intérêt effectivement de ce Master. Donc, premier slide. Alors,
À l'instar des masters de mes collègues, le master 1 droit fiscal vie de l'entreprise, bien évidemment, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est une année de transition entre la licence et le master 2. Le mode de fonctionnement est le même qu'en licence, si ce n'est que cette fois-ci, eh bien, il y a des acquisitions progressives en droit fiscal où l'accent est mis fortement sur ces matières, notamment dès le premier semestre. Et avec bien évidemment comme optique une ouverture progressive vers la professionnalisation et naturellement, eh bien, c'est ce qui fait l'intérêt de cette formation, un tronc commun vie de l'entreprise où les étudiants qui choisissent de s'inscrire en Master 1 droit fiscal et vie de l'entreprise ont des cours communs avec le Master droit des affaires et le Master droit social, ce qui permet effectivement d'échanger et d'avoir une plus grande ouverture d'esprit, ce que l'on voulait à l'origine quand on a créé ces nouveaux masters. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le Master 1 droit fiscal et de l'entreprise. Slide suivante. Alors, le master de droit ingénierie fiscale, même chose que pour les autres masters. Il y a bien évidemment une mise en œuvre des connaissances acquises en master 1, avec beaucoup d'exercices, je dirais encore plus qu'en master 1, axés exclusivement sur la pratique. Bien évidemment, puisque nous sommes sur le même pôle droit des affaires, la délivrance du CAM en partenariat avec l'EDEC, je ne vais pas revenir là-dessus, je pense que ça a dû être très largement tout à l'heure détaillé. Et bien évidemment, la rédaction d'un mémoire. Alors, à l'instar de ce qui se passe en pratique du droit des affaires, elle ne donne pas lieu à une soutenance. Néanmoins, bien évidemment, c'est un exercice très important, ce qui oblige l'étudiant à essayer de mettre en pratique, je dirais par écrit, ce qu'il a pu voir durant ces 2 années d'études. Slide suivante. Alors, la professionnalisation, le corps enseignant est intégralement composé de professionnels en master 2 DIF. Je dirais que nous sommes moi et mon collègue Simon d'Aragon les deux seuls représentants du monde académique, mais mon collègue Simon d'Aragon a eu une activité professionnelle hors université, donc on va dire quasi-totalité composée de professionnels. Alors, des modules pédagogiques professionnalisants avec deux grands rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est l'immersion au sein de l'administration fiscale. Si je suis malheureusement me suis connecté un petit peu en retard, c'est parce que justement, toute l'après-midi, nous avons passé avec nos étudiants l'après-midi à la Direction générale des finances publiques. Nos étudiants par groupe de 4, hein, où il y avait 6 groupes aujourd'hui, pendant environ 3 mois, eh bien, vont au sein de l'administration fiscale où ils rencontrent justement différents services et ils doivent faire un petit mémoire qu'ils restituent justement devant les responsables de l'administration fiscale sur des sujets bien évidemment qui concernent le droit fiscal. Donc ça a été cet après-midi, ça s'est très très bien passé. À la fois l'administration fiscale est enchantée de ce partenariat et les étudiants également. Et le droit en action, à l'instar de ce qui se fait dans les autres masters. Alors nous, on est on a un petit peu dans une situation particulière, c'est qu'on a noué un partenariat avec le célèbre cabinet de consulting EY de Lille qui soumet aux étudiants un certain nombre de cas de figure que les étudiants doivent aussi restituer. Alors ça dure effectivement un peu plus de 4 semaines à la fin mars, avant le départ en stage. Les étudiants restituent justement ces cas de figure qui sont un peu complexes devant justement les avocats et la direction fiscale d'EY. Là aussi, c'est assez apprécié à la fois par EY, avec qui on a un partenariat puisqu'ils interviennent dans notre master, et les étudiants de l'autre côté sont ravis de pouvoir justement plancher sur des cas de figure, je dirais, complexes, et à la fin, ils arrivent en fin de master 2 en ayant, je dirais, tous les éléments susceptibles de leur permettre de résoudre justement ces cas de figure. Alors,
Des liens étroits effectivement entretenus avec la FJE, à l'instar des autres masters, et un stage obligatoire en fin d'année d'études, également à l'instar des autres masters, entre 2 et 6 mois. 2 mois si ensuite vous passez le CRFPA, ce qui arrive pour certains étudiants. 6 mois, effectivement, si vous avez la possibilité de le faire. Traditionnellement, les étudiants trouvent facilement des stages et à l'heure actuelle, à la fin du mois de janvier, sur 24 étudiants, il doit y avoir que 3 étudiants qui sont encore à la recherche de stage, mais avec des pistes sérieuses. Donc, disons que le problème ne se pose pas. On a effectivement aussi noué des relations étroites avec nos anciens étudiants à l'époque où le master s'appelait EDCF, notamment au Luxembourg, où on a un filon qui permet à des étudiants notamment d'aller faire leur stage au Luxembourg et qui débouche souvent sur une embauche et également aussi dans des places comme Paris, Bruxelles et naturellement Lille. Slide suivante. Alors, les débouchés professionnels, je dirais à l'instar aussi des autres masters, il peut y avoir des poursuites d'études post-master. Ça peut arriver qu'un étudiant, même si ce n'est pas le but au départ, choisit de poursuivre une année de master supplémentaire. Il y a des étudiants effectivement aussi qui sont susceptibles d'intégrer certains masters de business school, voire éventuellement en admission parallèle de très bonnes business schools. Alors bien sûr, à partir du moment où on forme des fiscalistes, on retrouve la profession de juriste fiscaliste, qui est la profession principale, la profession de tax advisor, on va dire conseiller fiscal, avocat fiscaliste, effectivement, puisque certains étudiants se destinent au barreau, consultant junior, parce que justement, on a de bonnes accointances avec ce qu'on appelle les Big Four, hein, EY, KPMG, Deloitte et Price, et puis d'autres cabinets importants. Ça peut peut-être vous surprendre de voir apparaître inspecteur des finances publiques, mais si justement on a noué ce partenariat avec l'administration fiscale, c'est parce que l'administration fiscale voudrait et est intéressée par intégrer, une fois qu'on a passé le concours, des jeunes diplômés d'un master en droit fiscal. Il faut savoir que quand vous rentrez très jeune comme inspecteur, si vous avez de l'ambition, je ne doute pas que vous en aurez, on peut terminer une fin de carrière en étant administrateur général à l'échelle d'une région, voire même plus à l'échelle du ministère. Donc, on peut faire des carrières très intéressantes, souvent parmi les concours de fonctionnaires, les inspecteurs des finances publiques sont ceux qui ont des rémunérations, je dirais, peut-être les plus intéressantes, hein, et avec une quantité incroyable, vous n'imaginez pas aujourd'hui, de métiers différents. Et donc, nos étudiants là, qui ont fait cette immersion au sein de l'administration fiscale ont clairement dit, mais on ne savait pas que c'était aussi riche. Donc, c'est un débouché possible. Bien sûr, juriste dans les banques, les compagnies d'assurance, ça, je pense que les banques et les compagnies d'assurance ont besoin de très bons fiscalistes. Et là, il n'y a pas de problème, il y a des stages extrêmement intéressants. Donc, vous voyez, des stages intéressants, des débouchés professionnels aussi intéressants, dans la mesure où finalement, il y a une forte demande en termes de juristes fiscalistes. Et quand vous regardez les formations en France, il n'y a pas tellement une offre de formation importante, ce qui fait qu'on n'a pas de souci. Je dirais, c'est vrai aujourd'hui, ce sera encore peut-être plus vrai demain, à faire que nos étudiants trouvent du travail très facilement. Dernier slide sur les prérequis de la sélection des candidats. Alors, aussi, même chose, à partir du moment où on fait partie d'un pôle affaires, il y a un prérequis en droit civil et puis en droit commercial. Alors, moi, j'ai rajouté l'économie parce que pour les étudiants qui me connaissent, je suis prof d'économie. Bon, quelqu'un qui n'a jamais fait d'économie, il peut candidater en droit fiscal. Mais c'est vrai que
si vous avez fait au moins un module d'économie en licence, a fortiori si vous avez fait l'humanité économie, c'est encore mieux, ça peut effectivement aider. Alors, le CV, la lettre de motivation, bien évidemment, moi et mon collègue, on regarde attentivement le CV. La lettre de motivation, il faut effectivement que ce soit cohérent. Alors, ce qu'avaient dit mes collègues, notamment Laure, je ne m'interdis rien ou on ne s'interdit rien. On a des étudiants cette année qui ont fait les parcours droit Sciences Po européens, droit et culture juridique et droit comptable et financier, bien sûr. D'autres sont issus d'universités différentes. C'est vrai que quand vous avez un étudiant, si je vois un étudiant qui a candidaté dans des tas de masters qui ne sont pas forcément en lien les uns avec les autres, on peut se poser la question. Bon, après, on peut comprendre qu'on veut multiplier ses chances, mais quand on lit une lettre de motivation, on se dit que c'est la même lettre de motivation que Laure, Laurent ou Camille peuvent recevoir. Et donc, on nuance. Mais parfois, vous avez dans une lettre de motivation véritablement des étudiants qui ont un goût pour la fiscalité ou en tout cas qui ont envie d'investir là-dedans. Alors, bien évidemment, une bonne connaissance du parcours, hein, c'est pas, ça c'est important aussi. Hein, ça veut dire bien sûr que vous avez au préalable vu un peu les matières qui sont enseignées. Bien sûr, la cohérence du projet professionnel. Alors, si par exemple quelqu'un veut devenir notaire, puisque tout à l'heure Laure l'évoquait, c'est pas incompatible à venir faire du droit fiscal. Hein. Les notaires ont besoin aussi d'avoir de bonnes connaissances en droit fiscal. C'est peut-être pas forcément, il faut bien le dire, le parcours le plus adéquat. Mais néanmoins, on regarde ça avec attention. Donc voilà un peu, on n'a pas, moi et mon collègue, on n'a pas un esprit obtus, mais comme l'ensemble de mes collègues, on est ouvert, mais on est aussi attentif au fait qu'il ne faut pas qu'il y ait un parcours farfelu ou alors un projet qui semble farfelu ou alors on a candidaté en droit fiscal comme on pourrait candidater en droit de l'hôtellerie s'il y avait un droit de l'hôtellerie. Vous voyez, ça là-dessus, il faut faire attention. Et je crois qu'on est tous tout à fait sur le même état d'esprit, mes collègues et moi. Voilà, mais écoutez, je suis à votre disposition pour répondre à des questions éventuelles, sachant qu'on peut bien évidemment me contacter personnellement si on veut avoir des précisions plus importantes. Je crois que c'est la règle. Bonne soirée à tous et à toutes. En tout cas, je suis disponible dans les minutes qui suivent, à l'instar de mes collègues, pour répondre à vos questions. Merci Eric pour cette présentation. Je vois qu'il n'y a pour l'instant pas de questions sur le chat. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez activer vos micros pour qu'on puisse avoir des échanges. Si vous voulez notamment poser des questions aux responsables de formation qui sont présents encore quelques minutes. Oui, peut-être une question pour Madame Blancard. Combien d'étudiants vous prenez du coup en master? Alors, ça dépend de la qualité des candidatures, mais on va être sur une vingtaine d'étudiants, voilà. En master 1 et en master 2, forcément. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Merci. Si vous avez d'autres questions. Pour les plus timides, vous pouvez les poser sur le chat et on peut y répondre directement pendant cet échange. La question a été posée hier auprès de Madame Le Tombe et ses collègues de dirigeants de master en alternance. Mais quelqu'un avait posé la question, est-ce qu'un étudiant actuellement à la KTO est plus ou moins favorisé tout de même par rapport aux étudiants qui viennent d'autres universités? J'aimerais avoir du coup vos réponses.
Alors moi, je dirais qu'on étudie avec bienveillance les dossiers qui sont des dossiers internes, donc d'étudiants qui ont suivi tout leur cursus au sein au sein de la faculté libre de droit. Maintenant, mais il n'y a pas non plus d'automatisme absolu, c'est-à-dire que voilà, si vraiment encore une fois, vous avez un dossier absolument catastrophique ou que la candidature ne présente pas de cohérence, un peu comme on l'a expliqué chacun d'entre nous. On se réserve quand même, évidemment, cette faculté de ne pas accepter, évidemment, le dossier, quand bien même ce serait un dossier d'un étudiant interne. Mais par exemple, en ce qui me concerne, je fais des entretiens pour tous les étudiants qui viennent de la FLD, ce qui n'est pas le cas pour les autres étudiants, parce qu'il y a pour les autres étudiants, il y en a que j'élimine, on va dire, dès le stade du dossier. Tous les étudiants de la FLD, je les reçois en entretien et comme ça permet un échange, ça permet de voir effectivement s'il y a un vrai intérêt pour la matière et une vraie envie. Voilà, même si le dossier n'est pas parfait, une vraie envie, un vrai intérêt. Voilà. Je pense pouvoir rajouter, je pense que ça vaut pour tous les collègues, c'est que à candidature égale, si un choix doit être fait, on privilégiera certainement l'étudiant qui a fait tout son cursus à la FLD. Voilà. Je confirme aussi que c'est ma position. Quelqu'un qui vient de la Cato, on regarde son dossier avec bienveillance, sauf bien évidemment si celui-ci avait eu un comportement, ou elle avait un comportement qui poserait problème. Mais en règle générale, ça arrive très rarement. Mais quelqu'un qui effectivement a fait ces 3 années, que l'on connaît parce qu'on a eu aussi comme étudiant, mais pas seulement, c'est normal qu'il y a candidature égale. Je rejoins tout à fait mon collègue Laurent. On privilégiera sa candidature. Oui, puis pour ma part, je rejoins complètement ce qui a été dit par mes collègues. Donc, je m'inscris complètement dans les réponses qui ont été apportées. Alors, on a une question sur le chat de Manon Hall. Alors, oui, je la lis en même temps. Évidemment. Il y a déjà une page détaillant ma formation. En fait, il vous suffit de taper dans Google Master juriste d'entreprise IPIT, et vous allez tomber quasiment directement sur la page dédiée sur le site de la faculté de droit. Donc, vous avez la maquette avec le détail des matières, les prérequis, etc., comme pour toutes les autres formations. Merci Laurent. Peut-être même moyen de trouver, mettre le lien, peut-être mettre dans le chat, je suis sûr que je peux le trouver. Hop. Voilà. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il nous reste encore quelques minutes pour échanger. Bon. Eh bien, merci à tous. Merci Laurent, merci Eric, merci Camille et merci Laure pour ces présentations.
Donc, n'hésitez surtout pas à contacter les responsables de formation si vous le souhaitez par mail, ils sont disponibles. Vous pouvez également nous contacter, Arnaud Bogart et moi-même, qui sommes chargés de la communication sur les campus de Lille et d'Issy-les-Moulineaux. Je vais me charger de mettre également nos adresses mail sur le chat si vous le souhaitez. Donc, si vous avez des questions, notamment sur la plateforme de candidature en master, vous pouvez également nous les poser, Arnaud et moi-même, directement par mail. On vous répondra. Merci à tous.